C'était L'Homme Pâle sur RCV. Vous êtes toujours sur Opium et sans plus attendre la grande interview de cette émission, effectivement de 26 minutes. Tanguy Pastureau m'a accordé un long entretien, lui qui brille par sa plume mais demeure dans l'ombre médiatique. Qui est-il ? C'est vrai que Inter, c'est une petite radio locale. Ouais, pareil, c'est 8. Je connais pas trop. Canal. On écoute. Tanguy Suntory, l'acteur, l'écrivain, le chanteur et le chroniqueur S-Mérite. Tanguy Pastureau, évidemment, pour les intimes auditeurs de France Inter et la bande originale de Nagui. Autoproclamé anti-star, tu es né en Gironde, à Pessac, ville dont la devise est « In me sanitas serobur », ce qui signifie « En moi la santé par les pains et la force par le vin ». Est-ce donc là que tu puisses ton inspiration, la verdure et le rougeau ? Eh ben, je ne connaissais pas en fait la devise de Pessac puisque j'y ai passé très très peu de temps. En fait, j'y suis né. Je pense que 4 mois après, mes parents ont déménagé vers la Bretagne et j'ai vécu quasiment toute mon enfance et mon adolescence en Bretagne. Donc Pessac, j'y connais à vrai dire pas grand chose quoi. Après, mon inspiration, je l'ai prise dans aucune substance particulière. J'ai cette chance d'avoir un cerveau qui fonctionne un peu bizarrement, donc du coup je suis toujours en train de penser à des choses un peu bizarres, un peu décalées, un peu étranges. Ouais. Et coup de bol, j'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit pour que ça tourne à peu près quoi. Ouais. En même temps, quand on regarde le clip, pour reprendre une expression macronienne, quand on regarde le clip Je chante pour vous, qui est disponible sur Dailymotion, on se demande quand même d'où venaient toutes ces idées farfelues où tu chantes effectivement sur des sonneries de téléphone. Tu peux nous raconter peut-être un petit peu la genèse du projet musical ? Oui, alors ça c'est assez ancien. C'est quand j'étais en radio associative à Rouen, puisque j'ai tourné sur 2 radios associatives, donc en tant que bénévole pendant des années. Avant d'être payé pour faire de la radio, je fais des années de bénévolat. Et le but c'était de s'amuser, quoi. Et je tournais comme ça avec quelques amis qui avaient aussi un humour vraiment très décalé. Certains étaient même artistes peintres, enfin voilà, vraiment des artistes. Là, j'ai eu l'idée un jour de tourner ce clip et de sortir un album de chansons uniquement chantées en fait sur des sonneries portables d'un Nokia 3310 à l'époque. Et donc j'ai sorti tout un album comme ça qui était assez amusant à faire. Et on a fait effectivement le clip qui est sur Dailymotion parce qu'un des copains de l'époque en fait l'a mis il y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans je crois. Ah oui d'accord. Il l'a remis, alors il avait ça dans ses archives, mais sinon moi quand j'ai tourné ça il y avait même pas Dailymotion, c'est-à-dire que là on doit être en 2001, 2002, alors non je pense pas qu'il y ait Dailymotion à cette époque-là quoi. Ah oui, donc en tout cas il y avait pas les vidéos comme aujourd'hui quoi, donc il avait ça sur une cassette, je pense, et puis il a mis ça sur Dailymotion des années après. D'accord. Mais ça reflète un petit peu parce que ce que j'aimais à l'époque, c'est l'humour vraiment là pour le coup dans les radios associatives, on faisait vraiment ce qu'on voulait puisqu'il y avait personne pour nous donner de consignes, donc on se lâchait à fond et dans un humour pas forcément justement très fédérateur, mais on pouvait faire des trucs très barrés et très fous quoi. Et c'était bien pour ça. Ouais, donc c'est une super archive. Et justement, t'es attaché à la radio locale parce que, alors j'ai regardé ton parcours, t'as fait un BTS tourisme avant de t'amuser, c'est ce que tu disais au zappingdupaf.com, une des seules interviews qu'on peut trouver. Et t'as débuté à la radio à Canteleu, puis à Rouen à la radio HDR. Alors moi aussi, je suis de Normandie. Du coup, je me demandais, mais qu'est-ce que tu foutais là-bas ? Parce que c'est vrai que la Normandie, c'est pas la meilleure région, je pense, que tu peux être d'accord avec ça. Oh, bah si, d'abord la Normandie, c'est très chouette. À Rouen, on est à une demi-heure de la mer et moi, en tant que Breton, la mer, c'est ce qui importe. Donc, oui, c'est vrai. J'étais heureux là-bas. Et puis non, je suis allé faire mon service national à l'époque parce que ça remonte à il y a 20 ans, quoi. C'était en 97. Je suis allé faire mon service national dans une association de réinsertion d'anciens détenus qui me tenait vraiment à cœur. Et du coup, j'ai déménagé à Rouen pour ça au départ. Après, il se trouve que j'ai rencontré dans les soirées des gens qui faisaient de la radio en associatif. On a bien sympathisé. Moi, j'étais passionné de radio depuis toujours. Quand j'étais jeune, j'écoutais Super Nana sur Skyrock, Maurice, enfin tous ces gens qui avaient une identité sonore forte. Je me souviens qu'ils passaient même leur disque à eux. Enfin, vraiment un univers. Et j'adorais ces trucs-là. Je rêvais de faire de la radio. Donc, on a commencé à faire des émissions de radio comme ça avec ces gens-là. Et c'est comme ça que je m'y suis mis. Et Rouen, je suis venu juste au départ pour cette histoire de service national que je voulais faire dans cette association précise. Avec la préfecture de Haute-Normandie. Voilà, il y en avait peu qui étaient sélectionnés, c'est ce qu'on appelait le service ville. Et il y avait peu de gens qui pouvaient faire ce service national-là au lieu de trimer un peu à l'armée, quoi.
Ouais. Donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion et après, je suis resté 8-9 ans à Rouen quand même, facilement, avant d'aller à Paris et puis de me professionnaliser un peu, quoi. Oui, parce qu'après 4 ans, parce qu'après t'es allé à Radio France et À France Bleu, ouais. France Bleu. Et après, Ouais. c'est Jacques Hénoux d'RTL qui t'envoie un mail et c'est le tremplin. Et est-ce que tu te voyais déjà à l'époque faire une grande carrière de chroniqueur? Enfin, est-ce que tu te voyais professionnel de la radio ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est-à-dire que, à France Bleu, déjà, j'étais à France Bleu Paris, hein, ça s'appelait la City Radio. D'accord. Je faisais des petits trucs dans les rues, un petit peu amusants, puis après, ils m'ont mis sur la matinale avec Bill de Bruges, que moi j'aimais bien, parce que c'était Bill de Fun Radio à l'époque, dans les années 90, donc c'est un type que j'écoutais en matinale, donc me retrouver sur son émission, c'était super. Et puis après, c'est vrai que tout s'est un peu enchaîné. Jacques Esnou d'RTL m'a entendu sur France Bleu une fois où je chambrais RTL. Du coup, il m'a envoyé un mail pour me dire faut pas faire des choses comme ça, mais en même temps j'ai bien aimé le ton, donc est-ce que vous voulez venir? J'ai dit oui, et puis ainsi de suite, quoi. C'est vrai qu'après, RTL c'est une grosse radio, donc même si au départ j'étais sur des horaires un peu planqués, le week-end, à des heures où il n'y a pas grand monde qui écoute, quand même les professionnels sont à l'écoute quand même, quoi. Et donc du coup après, tu vois, tout s'enchaîne, quoi. Et moi j'aurais évidemment jamais pensé à l'époque où j'étais en asso, il y a plus de 20 ans, en faire un métier. Ça c'est évident que j'aurais jamais pensé à ça. Donc, la première fois que j'ai reçu un bulletin de salaire, parce que j'étais dans une radio, je me suis dit c'est incroyable. Dans le sens où je fais ça bénévolement depuis des années, je me disais mais je suis un escroc, quoi. De prendre de l'argent pour ça, c'est presque fou, quoi. C'est le fait de faire ce qu'on aime et d'être payé pour ça, je pense qu'effectivement c'est sans doute le meilleur truc. Voilà, c'est ça. Et après, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que tu t'es construit une sorte de storytelling autour du fait de pas être connu, d'être anonyme. Pourtant, tu as un gros parcours. On peut citer, on va quand même en citer pas mal pour les auditeurs. Radio Nova, Zemmour et Nolo, RTL, 5 à 7 avec Arthur, Paris Première, le Labo de Sébastien Follin sur France O aussi, le Portrait amoureux dans Même le dimanche avec Wendy Bouchard et Dave, et même une chronique hebdomadaire dans le quotidien gratuit Métro, aujourd'hui France Inter et Canal+. Ça fait beaucoup de sensibilités différentes quand même. Est-ce que les lignes éditoriales, elles influencent tes productions? Pas tellement en fait. Moi je reste moi-même quel que soit le support. Et il se trouve que je pense que j'ai un côté certes un peu barré, un peu fou, mais en même temps assez grand public, qui fait que n'importe qui peut comprendre à peu près de quoi je parle. Alors bien sûr je m'adapte. Si je fais un portrait chez Dave de Pascal Obispo, ce que j'ai fait, je vais pas lui parler de la même manière quand je fais une chronique un peu assassine sur Macron et ses ministres. Évidemment, ça va être mais je vais le tacler quand même, gentiment, tournant autour, etc. Enfin voilà, le ton sera plus ou moins le même. Et moi, c'est ce que j'aime en fait dans ce métier, c'est de passer de l'un à l'autre comme ça avec aisance. Et puis finalement, passer de Zemmour à Arthur, moi ça me pose pas tellement de problème. Je vois même pas pourquoi ça en serait un, à vrai dire. Je trouve que tout ça c'est quand en tout cas on est humoriste, quoi. Comme j'essaie de l'être, en tout cas c'est juste de l'amusement. Et après, quel que soit le support, tant qu'on s'amuse, il y a pas de souci. Moi je m'amuse aussi bien dans de la politique qu'avec des chanteurs venus présenter leur disque. Après, l'anonymat, je dis ça en fait parce que là je fais un petit spectacle qui s'appelle Quand du Pasteur on n'est pas célèbre, et ça va tourner à la rentrée, tout ça, et je serai dans une grande salle à la rentrée. En fait, je pars du principe que moi je suis plutôt anti-célébrité, dans le sens où j'en ai rencontré beaucoup, que généralement ces gens sont assez décevants par rapport à l'image qu'on s'en faisait, et que je n'aime pas l'adoration. Voilà, l'adoration qu'ont les gens envers des gens qui la plupart du temps sont moins bien qu'eux, mais ça ils ne le réalisent pas. Et donc moi je joue sur l'anonymat. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans une époque où tout le monde se montre, où tout le monde s'exhibe sur les réseaux sociaux, etc., cherche une notoriété. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus élégant que de pas être célèbre, justement. Voilà, donc c'est ce que je défends, et je pense être entre les deux, à vrai dire. Je suis moyennement célèbre, certaines personnes voient qui je suis et d'autres pas du tout, quoi. Voilà, donc du coup cette espèce d'entre-deux, moi, me va bien, parce que j'aurais du mal à vivre avec une hyper célébrité comme l'ont les stars que tout le monde connaît, quoi. C'est une sorte de modestie aussi, et de rester humain malgré le fait de travailler avec des gens connus aussi tout le temps, et de soi-même se produire maintenant au Théâtre de la Cible à Paris. Je me sens la Cible c'est 40 places,
place et c'est vraiment un tout petit théâtre, c'est le plus petit théâtre de Paris, quoi. Donc là, je me rôde pour l'instant, je fais un rodage pour voir comment ça se passe parce que c'est mon premier spectacle. Donc vraiment, le but, c'était ça. Hein. J'ai même pas de micro tellement on est proches les uns des autres. Enfin voilà, en même temps, c'est chouette à faire. Hein. Bah oui, j'imagine. Mais c'est pas une modestie en fait, c'est que je me sens pas vraiment faire partie de ce milieu, à vrai dire. Voilà, je me sens. D'ailleurs, ouais, c'est pas que je suis pas intégré à ce milieu, mais enfin pas plus que ça, quoi. Voilà, pas plus que ça. C'est quand là j'ai un bouquin qui sort pour faire de la promo, c'est un peu compliqué parce que vu que j'ai à un moment taclé tel ou tel, il va s'en souvenir, je me suis moqué de tel ou tel, enfin voilà, donc du coup à force de déconner comme ça et de moquer tout le monde, je me suis mis un peu en dehors moi-même du système, mais ça me va complètement, il n'y a pas de souci. Moi ce que je trouve drôle chez toi, c'est vraiment le décalage entre tes propos et le ton que tu emploies. Tu sembles très poli, mais en même temps, comme dirait l'autre, très incisif. C'est-à-dire que tu mêles vachement bien actualité et vanne dans tes chroniques, dans une tradition, j'imagine, peut-être intérienne, avec les barrés, les guillons, tout ça. Mais avec vraiment ce côté je vous encule, mais je souris. Et c'est vachement, surtout quand on regarde un petit peu les vidéos d'Inter ou quand on écoute les podcasts, il y a quand même ce côté en même temps du rire et du sourire qui est vachement bien. Et du coup, je me demandais comment tu t'informes et comment t'écris tes chroniques, s'il y a quelque chose que tu peux raconter à propos de ça. Comment je m'informe beaucoup par les réseaux sociaux. Je vois un petit peu ce dont les gens parlent, parce que parfois il y a des sujets intéressants à côté desquels moi je passerai à côté parce que je suis pas sensibilisé. Je me souviens j'ai fait une chronique cette année sur le troisième enfant de Kanye West, par exemple. C'est des trucs que, mais voilà, ce serait pas un sujet pour moi au départ. Bien sûr. Voilà, même si je comprends cette culture, mais en même temps je me dis France Inter ça va être compliqué. Puis non, j'y vais parce que justement c'est un petit défi, quoi. Et après sur les chroniques un peu plus incisives, parce que Kanye West, allumer Kanye West, ça n'a pas de sens en France. Mais en tout cas sur les chroniques plus incisives sur la politique, tout ça, je peux être effectivement un peu hard, mais je trouve que ce sourire, moi j'ai besoin de l'avoir. Voilà, j'ai besoin que les gens rient quand même, de surtout pas devenir un humoriste à message, quoi, ou qui soit là juste pour tailler et qu'il n'y ait pas derrière un effet comique, parce que je trouve qu'en tant qu'humoriste on doit apporter un effet comique, il doit y avoir quelque chose derrière le message en fait. Du coup, le message c'est bien, j'en fais avec des animaux, tout ça. Parfois j'avais fait une chronique sur le cirque, tout ça pour les animaux de cirque. Bon voilà, je m'étais fait un peu allumer à droite à gauche par les circassiens, mais en même temps voilà, j'ai fait ça avec des sourires quand même, en disant je peux me tromper, voilà, parce que c'est important d'avoir ce doute-là, de dire si c'est pour dire Bernard-Henri Lévy est un salaud parce que quelle est fille, machin, tout ça, bon, voilà, n'importe qui peut dire ça, quoi. Mais s'il n'y a pas derrière un truc un peu amusant sur Bernard-Henri Lévy qui soit au-delà de l'injure publique, ça m'intéresse moins, en fait. Je trouve que c'est toujours important d'apporter un peu de consistance et le rire apporte ça, justement. Ça permet justement de se décaler un peu et pas juste être dans l'agressivité, parce que moi, je suis pas un militant, en fait. Je pense que les gens savent pas pour qui je vote. Voilà, justement, j'allais te poser la question de la tribune. Parce que l'humour, c'est un média, mine de rien, et ça te permet effectivement de critiquer Macron, comme d'autres aussi, hein. Mais de critiquer vraiment de façon très incisive le pouvoir. Du coup, je vais te demander, et en plus, tu as écrit un livre 2012, Le guide des présidentiables à lire avant d'élire, qui est vachement drôle. Là, il y en a un nouveau qui sort, là. Ah oui? Il est sorti cette semaine, ouais. Ça s'appelle Une année en Macronie et c'est un recueil de chroniques, en fait, de toutes mes chroniques autour de Macron et autour de la politique sur un an, quoi. Ok, parfait. L'instant promo. Voilà. Non, mais je vous le dis parce que 2012, ça paraît déjà vieux, quoi, en fait. Ouais, mais je trouve que c'est vachement drôle de lire les livres a posteriori aussi. Parce qu'on se rend compte de pas mal de choses. Je trouve ça pas mal. Et du coup, tu vois pas l'humour comme une tribune, un média, bien que tu sois politisé? Non, je vois pas du tout l'humour comme une tribune. Et j'aime pas ça. Voilà, moi j'aime bien le mystère, donc j'aime bien ne pas savoir vraiment pour qui les gens votent, parce que je trouve qu'un humoriste c'est pas une star, donc et même les stars quand elles s'engagent et tout, il y a toujours un côté donneur de leçons que moi j'aime pas. Voilà, je trouve qu'un humoriste, on n'a pas vraiment à savoir, ou alors il en fait vraiment sa carrière, quoi, comme Guy Bedos, par exemple, qui s'est défini comme un humoriste de gauche, mais il le disait en arrivant sur scène, il a vraiment tout misé et tout fait là-dessus, quoi. Après, moi je suis pas très à l'aise avec ça, j'aime bien maintenir le mystère, et puis j'aime bien surtout
être là en tant qu'observateur impartial, quoi. Et pour être observateur impartial, il faut pas être encarté, parce que sinon c'est pas possible. On voit tout à travers le prisme de son engagement. Donc voilà, moi j'essaie d'être à côté, d'observer tout le monde, de voir tout le monde sans cliché. C'est pour ça que je fais rarement de chroniques en disant le FN c'est pas bien et en disant juste ça, parce que ça a été fait depuis 25 ans et ça n'empêche pas la montée de ce parti, même si cette montée est relative et qu'il y a quand même un plafond de verre, mais ça n'empêche rien. Donc voilà, moi je trouve ça plus intéressant de se demander pourquoi est-ce que les gens souffrent et pourquoi cette souffrance amène les gens à voter pour des gens comme ça. Voilà, ça je trouve ça plus intéressant que dire juste ce sont des méchants, en fait. Mais et ce non-engagement politique, ça m'amène à avoir, je pense, un regard un peu distancié, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il y a toute une démarche intellectuelle et assez drôle quand on s'intéresse à ton parcours aussi. Et il y a une chose, je crois que les gens ne savent pas, c'est que tu as été chroniqueur dans TPMP. Et oui, en 2010, 3 mois. Ouais. En 2010 sur France 4, oui. À 22h40, tu officiais dans une chronique, le JT du Poste, chemise blanche et sur veste noire dans l'émission de Cyril Hanouna. Et c'est assez drôle aussi. La première émission portait sur le thème suivant: informer et faire rire sans craindre la mise en abîme. C'est pas un peu un télo comme thème pour TPMP quand on voit ça a posteriori? Si, mais à la base, l'émission n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment une émission de décryptage de médias. C'était sur France 4, qui était quand même une chaîne assez qualitative et qui voulait en faire... Moi, si j'y suis allé au départ, c'est parce que je connaissais pas trop ni l'équipe, ni quoi que ce soit, et on m'avait présenté ça comme un nouveau petit rapporteur. D'accord. Donc le petit rapporteur, je me disais, oui, c'est évident, bien sûr, j'y vais. En fait, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas du tout d'un petit rapporteur, parce que c'était peut-être le thème de la première, mais très vite, on a commencé à déborder sur des sujets beaucoup plus axés sur la gaudriole, quoi. Donc, on s'est pas vraiment trouvé. Moi, je les faisais pas vraiment rire, je les comprenais pas non plus. Enfin voilà, c'est une collaboration qui a pas duré longtemps, parce que l'émission a commencé en avril 2010 et a fini en juin 2010. Ça, c'était la première saison. Donc, j'ai fait juste ces 2 mois et demi là. Et ensuite, j'ai pas repris à la rentrée parce que ça fonctionnait pas, quoi. Il y avait un truc qui se passait pas. Voilà. Donc, c'était un peu, ma présence n'était pas la bonne dans cette émission. Parfois, on se trompe un peu. Moi, généralement, je dis oui quand il y a des projets, puisqu'en plus, c'était un projet naissant. Et effectivement, avec des thématiques comme ça, je me disais c'est intéressant. Mais ça n'était pas tant que ça. Donc, voilà, ça a fait un peu pchit, quoi. Je voudrais que tu imagines un instant que tu es une femme, disons tanga, comme la culotte. Est-ce que tu préférais un coït avec Gérard Collomb ou une partouze avec Ardisson, Jérém Star et Alex Vizorek? Je peux répondre ni l'un ni l'autre, peut-être, et tout simplement être un petit slip en coton sur les fesses d'une jeune vierge candide. Voilà, ça me plairait plus. Ouais, je pense que ce serait plus intéressant. Voilà, parce que les noms, j'ai rien contre Thierry Ardisson, je me vois mal faire quoi que ce soit avec lui. Jérém Star, on n'a plus de nouvelles. Et Alex Vizorek, je le connais pas assez, puis c'est belge. Donc voilà, faut pas mélanger les peuples, comme ça donne un métissage qui est pas très bon. C'est clair. Je plaisante, bien sûr, mais non, je les connais pas plus que ça. Gérard Collomb, non plus, c'est pas possible. Et puis il est âgé, donc je pense pas qu'il ait encore envie de ces choses-là. Ou alors il doit être bien calmé, puisque ils ont des journées de travail énormes, ces gens-là. Donc quand ils rentrent à 22h, 22h30, c'est terminé. Enfin 22h30, minuit et demi en fait. Ouais. Ou voilà, jamais. Surtout que Macron les appelle quand même toutes les 3 minutes pour savoir comment ils bossent. Donc je pense que Gérard Collomb, là, dans 6 mois, il est liquide, quoi. Il n'y a plus rien à en tirer. J'imagine. Ton actualité, du coup, c'est ton spectacle. Faut quand même qu'on en parle un petit peu. Donc, Tanguy Pastureau n'est pas célèbre, au Théâtre de la Cible à Paris, mais qui, j'ai vu qu'il y avait une date à Lille en septembre, je crois. Il y a en fait, je fais 5 week-ends. Là, on est sur du rodage, donc je rôde un spectacle. C'est-à-dire que j'apprends à fonctionner avec le public, auquel j'avais jamais parlé pour l'instant, parce que les gens venaient pas pour moi dans les émissions. Donc je développe un spectacle, je tente des trucs, je teste des textes, je mets tout en place. Donc là en septembre, ce sera la fin du rodage en province, puisque on trouve ça important d'aller voir comment ça. Le ton est, l'accueil n'est pas le même, paraît-il, qu'à Paris. Moi, j'en sais rien, parce que je n'ai pas encore fait ça, donc on va voir. Donc, effectivement, il y a quelques dates, les week-ends de septembre, à Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Angers, et une autre ville que j'oublie certainement, et Nantes, bien sûr. Voilà. D'accord, moi c'est super bien. Voilà, c'est juste 5 week-ends,
voir un petit peu comment ça se passe avec les gens là-bas et voir ce qu'il y a de différent par rapport à Paris. C'est des cafés-théâtres qui font 100 places. Là, je suis dans un petit théâtre de 35-40 places, donc ça va déjà me multiplier par plus de 2 le nombre de gens, donc ça va être chouette à faire, je pense. Et puis après, en octobre, je reviens au Théâtre du Marais à Paris, tout en gardant quelques dates en province de temps en temps comme ça. Et alors, tu te sens à l'aise? Comment t'as préparé ce spectacle? Je vais juste citer une phrase d'introduction au spectacle sur les sites de billetterie. Être une star, ça paraît fabuleux, sauf que ça ne l'est pas. La célébrité est une galère sans nom. Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des célébrités d'hier et d'aujourd'hui et vous démontre l'intérêt de rester un anonyme. Donc il y a toujours cette thématique dont on parlait avant de l'anonymat. Donc j'imagine que c'est une sorte, peut-être pas d'ego trip, mais en tout cas tu dois mettre en scène des personnages plus ou moins connus ou je sais pas. Raconte-nous. Oui, c'est ça. En fait, c'est une sorte de conférence dans laquelle j'apprends aux gens à rester le plus anonyme possible pour réussir leur vie. Et pour ça, je prends un exemple. Je prends comme exemple en fait des célébrités. Donc je commence par Brigitte Macron en disant par exemple que cette dame devrait bénéficier d'une retraite de prof actuellement, donc une vie plutôt cool à lire Télérama, à écouter France Inter, etc. Et qu'à cause de l'explosion de la carrière de son mari, elle se retrouve à l'Élysée, enfin une grande baraque humide. Elle doit se taper des rhumatismes énormes, etc. Que je dis que moi, avec 20 ans de moins, je suis déjà claqué, mais je sais même pas comment elle fait. Et donc voilà, je prends en fait la vie de diverses célébrités, politiques, mais aussi historiques. Je parle de Louis XIV, de Jeanne d'Arc, aussi bien que de Woody Allen, de Scorsese. Voilà, en dépiotant comme ça la vie des stars pour expliquer à quel point ce ne sont que des galères. D'accord. Voilà. Et à quel point vivre en anonyme, c'est tellement plus simple et on évite beaucoup de choses. Alors certes, parfois je le dis, on a moins d'argent, on reçoit moins d'amour aussi puisque les célébrités en reçoivent. Mais je trouve qu'en contrepartie, cette vie en dehors de l'espace médiatique est agréable et de l'espace du showbiz en quelque sorte. Donc je démonte un peu les clichés et surtout le glamour de la situation parce que moi j'aime bien ça finalement. Voilà, expliquer aux gens surtout que leur vie que la vie des stars n'a rien d'enviable par rapport à leur vie à eux. Je trouve que c'est important de mettre en valeur la vie de tout le monde et de surtout pas adorer des gens qui ne méritent pas forcément et qui véhiculent des valeurs qui sont fausses en fait, voilà, qui n'ont aucune accroche dans la vie réelle. Cannes par exemple, c'est beau, le festival de Cannes c'est beau, il n'y a rien à dire, quoique ça l'est moins maintenant qu'il y a toutes les starlettes qui tapinent au pied du tapis rouge, mais au-delà de ça, c'est pas la vraie vie. Et l'affaire Weinstein, par exemple, le montre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est du glamour, c'est du caviar, mais derrière, c'est des types aussi qui font du harcèlement total jusqu'au quasi-suicide d'actrices. Enfin, c'est des trucs qui sont quand même très très glauques, quoi. Et puis s'il y avait Weinstein, ça irait, mais il n'y a pas que lui, c'est un truc qui est globalisé. Bien sûr, et après ces trucs-là, on les retrouve dans la vie normale. Si vous passez chez But, il y a aussi parfois un petit chef qui vous pousse à bout et qui moi j'ai fait des tas de métiers normaux et j'ai vu un peu comment ça se passait aussi. Donc tout ça on retrouve dans la vraie vie, mais à un degré moindre quand même, puisque le pouvoir et l'argent, ça fait faire n'importe quoi aux gens. Ça leur fait accepter en tout cas des situations qui sont pas normales. C'est clair. Parce qu'on dit pourquoi est-ce que les actrices montaient avec Harvey Weinstein dans leur chambre? Mais parce que tout simplement, si elles le faisaient pas, elles étaient grillées, c'était terminé. Or, ce sont souvent aux États-Unis, par exemple, des filles qui viennent d'états un peu reculés, c'est leur seule chance de cartonner, sinon elles reviennent à une vie de misère chez elles ou à une vie dont elles veulent pas, en tout cas, quoi. Et évidemment, parce qu'elles n'ont pas le choix, en fait. On parle de choix, mais là, il n'y a pas de choix. Donc, la vie des stars, c'est ça aussi. Je trouve ça important, moi, d'enlever le côté d'amour pour montrer aux gens que leur vie à eux, est chouette aussi, finalement. Parce que je trouve que la vie de tout le monde peut être super à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on a la base, et voilà, je trouve, moi, que le bonheur se fait au quotidien, c'est des petites choses, quoi. C'est pas tout ça, en fait. Bon, donc, il y a une sorte de morale, quand même. Ouais, c'est une super morale. Moi, j'aimerais bien. Là, en tout cas, c'est 55 minutes, donc c'est très court. D'accord. Après, à la rentrée, j'aurai peut-être 1h10 ou un truc comme ça. Et après, le vrai spectacle, c'est-à-dire le spectacle que je fais tourner, il durera 1h20, 1h30, comme tous les spectacles. Donc là, j'aurai le temps, en plus, de parler de ça. Là, c'est vrai que je suis un peu limité niveau temps, quoi. 55 minutes, c'est speed, j'ai pas le temps de tout développer, mais ça viendra. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Tanguy?
rien, ça continue. Tu sais, moi, je poursuis mon chemin sans. En fait, tout ça, c'est des propositions qui me sont venues. C'est des gens qui me proposent de faire des trucs, puisque moi, je ne démarre rien par moi-même. Je sais pas passer un coup de fil pour me vendre. Je suis nul au niveau relationnel. Et donc, du coup, c'est plutôt des gens qui pensent à moi pour des projets. Donc, je souhaite que ça continue comme ça. Et c'est bien, voilà. Ça veut dire que pour l'instant, quand même, ça marche plutôt bien et qu'il y a quand même pas mal de gens qui te rendent de l'amour. Si on voit toutes les collaborations que tu as fait. Oui. Alors après, j'ai moins besoin de ça en vieillissant, parce que ça, c'est souvent un truc, c'est souvent une revanche sur la vie qu'on a envie de prendre finalement. Je réalise ça, dans la plupart des parcours de stars, justement. Il y a toujours ce côté, au collège, on me regardait pas, j'étais celui qui restait à côté, etc. Je vais leur montrer à tous ce que je suis devenu. Ouais. Alors qu'entre-temps, les gens, ils s'en tapent. Les autres de la classe, ce que tu es devenu, ça n'a aucune importance. Mais en tout cas, il y a souvent ça. Et moi, j'ai pu avoir ça un moment. En vieillissant, en tout cas, on s'éloigne de cet objectif premier assez rapidement. Après, on s'en fiche un peu. Et même les insultes qu'on reçoit régulièrement sur les réseaux sociaux, tout ça, on arrive à s'en détacher aussi, quoi. Parce que finalement, tout ça est proféré de la part de gens qui ne connaissent pas vraiment, quoi. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais en tout cas, voilà, je ne sais plus pourquoi j'en suis venu à ça.